Quentin Debré, vous avez mené de front une brillante carrière de psychiatre universitaire et hospitalier et une carrière féconde d'écrivain, tantôt romancier, tantôt essayiste. D'ailleurs, votre premier livre s'intitulait L'esprit des mœurs. Vous définiriez-vous comme un écrivain moraliste? La question est un peu inattendue, mais à la réflexion, je dirais oui. Parce que je pense que, à travers chacune de ces productions, je cherche un équilibre. Non pas pour moi, mais pour le lecteur. C'est-à-dire qu'à la fin du texte, le lecteur puisse retomber sur ses pieds. Qu'il y ait une conclusion en quelque sorte positive, qu'on ait compris quelque chose et qu'on ait de nouvelles solutions finalement pour continuer à vivre et à appréhender le monde littéraire et intellectuel. Donc c'était le cas effectivement de l'esprit des mœurs. C'est peut-être le cas de la plupart de mes textes. Il faut bien voir que, cher docteur Baruani, une partie de mes productions étaient des productions pédagogiques. J'espère que ce n'est plus le cas aujourd'hui et que c'est beaucoup plus, je dirais, de l'ordre d'un peu plus de fantaisie. Ces dernières années, vous privilégiez des études à la Plutarque, dressant des parallèles entre, par exemple, Dickens et Freud, ou Pirandello et Tchekhov. Votre dernier ouvrage est consacré à trois écrivains mâles et à leur relation aux femmes et à l'amour. Je vous cite: quand se proclamait encore le lyrisme de l'intimité, l'interrogation du monde et de la chair. En littérature aussi, c'était mieux avant? Alors je ne pense pas. Je pense que Henry Miller, Laurence et Cohen se situent à une sorte d'apogée de la réflexion sur la sexualité, sur l'amour, parce que au cours du XIXe siècle, je ne vois pas, je ne sens pas, comment dirais-je, des entreprises aussi franches et aussi larges. Certes, il y a des petits romans d'amour, certes, il y a des choses charmantes, mais là, chez ces auteurs, il y a un désir d'embrasser beaucoup plus loin que la simple relation entre mâle et femelle, par exemple. Vous écriviez en 1983 dans votre Anthropologie des mœurs que le comportement sexuel est privé et secret, mais que les structures familiales sont stables. Qu'en reste-t-il aujourd'hui, où les comportements sexuels s'affichent et où la famille nucléaire traditionnelle a volé en éclats avec le mariage pour tous, la PMA, la grossesse pour autrui et autres transsexualismes légitimés par le bistouri et par l'état civil? Comment dès lors les histoires d'amour racontées par ces trois écrivains qui aiment les femmes ou la femme, vous me direz, comment ces histoires pourraient-elles encore nous toucher? Alors, je parle dans ce texte de Miller, de Laurence et de Cohen, mais il y a une introduction qui s'appelle « La sexualité est-elle intéressante ?» Bien. Alors, je vais vous donner l'articulation de ma démarche. Au printemps 2020, j'ai écrit ce livre en 2020, au printemps 2020, il n'y avait pas de semaine qu'un personnage médiatique ou politique ne soit accusé d'exhibitionnisme, de harcèlement, de viol, etc. On ne parlait plus que de ça. Donc la sexualité était tombée dans un égout. Au sein des semaines qui se succédèrent en 2020, je repris le chemin de ces trois écrivains, Miller, Laurence et Cohen, qui m'avaient beaucoup intéressé pendant mes études de médecine, au début de mes études de médecine. Et ces écrivains, surtout Miller, avaient été considérés comme des écrivains plutôt vulgaires, même obscènes, etc. Or, je me suis aperçu, et c'est le sous-titre de mon texte, Les amants magnifiques, que c'était des amants magnifiques en ce sens qu'ils magnifient la femme et qu'ils magnifient l'amour. En quelque sorte, il y a l'acte sexuel, il y a le plaisir sexuel, il y a la beauté, il y a une forme d'intimité, de tendresse, mais en même temps, ces trois personnages posent l'amour comme une sorte d'empyrée supérieure
où se manifestent des états d'esprit, des relations qui sont d'une nature différente de la vie sociale ordinaire. Hein, c'est ce que l'on appelle un empyrée, c'est-à-dire un monde supérieur. Voilà. Quand on regarde bien leur œuvre et leur vie, on voit que ce sont des hommes qui ont beaucoup aimé une certaine femme, qui se sont consacrés entièrement à elle, et qui en même temps y ont presque consacré une grande partie de leur œuvre. Alors, dans ce texte, je mets un sous-titre à chaque fois. Henri Miller ou l'amour total. On s'expliquera un peu plus là-dessus plus tard. Laurence ou l'amour sacré. Et Cohen, c'est l'amour légendaire. C'est-à-dire que chaque fois, on monte d'un cran au-dessus de la vie ordinaire. Voilà. Et cela s'explicite bien dans leur œuvre. Avant vous, si je puis le dire, entre Henri Miller et D.H. Lawrence, il y a Anaïs Nin. Oui. Lorsqu'elle rencontre Henri, Anaïs vient de terminer son premier livre qui est consacré à D.H. Lawrence, l'auteur, alors sulfureux, de L'amant de Lady Chatterley, qu'elle a découvert avec enthousiasme, livre qui paraîtra au printemps 1932, An Unprofessional Study, une étude non professionnelle. Ce qu'Anaïs apporte à l'explication de l'écriture chez Lawrence, c'est une compréhension de la fusion chez lui d'éléments imaginatifs, intuitifs et intellectuels, grâce auxquels il façonne ses personnages, ses thèmes, son imagerie et son symbolisme. A-t-elle entrevu la même constellation créative chez Henri Miller, ce qui l'a séduite d'emblée, puisqu'elle dit bien que son physique ne lui avait pas fait grande impression. Deuxième question liée, c'est grâce à l'argent de son mari Hugo, dont elle disposera généreusement au profit de tous ses amants dans le besoin, qu'Anaïs fait imprimer en 1934 Tropique du cancer de Henry Miller. Elle en rédige d'ailleurs la préface. Cette situation d'une femme plus puissante socialement ne rappelle-t-elle pas une des obsessions de D.H. Lawrence? Bon, j'aimerais qu'on commence par parler d'Henri Miller. Bon, après on parlera peut-être parce que l'ordre de mon livre c'est Miller-Lawrence. Ce n'est pas un ordre chronologique puisque Lawrence était de quelques années plus âgé que Miller et qu'il est mort évidemment beaucoup plus jeune que lui. Alors, vous parlez beaucoup d'Anaïs Nin, mais Henri Miller lui parle très peu d'Anaïs Nin. Bon. Alors, je voudrais résumer très vite la biographie de Miller en ce qui concerne sa relation avec June. Henri Miller est né en 1891. C'était le fils d'un tailleur de Brooklyn, de confession sans doute protestante. C'était un assez bon élève, il a fait quelques études supérieures, il a baroudé un petit peu dans l'Ouest, il a fait différents métiers, il s'est marié et il est devenu directeur du personnel d'une compagnie de porteurs de télégrammes. Voilà. Donc il parle beaucoup dans Tropique du Capricorne. Voilà, donc la vie était à peu près normale pour lui. Et en 1923, alors qu'il a 32 ans, il rencontre dans un dancing une entraîneuse qui s'appelle June Smith, dont il tombe follement amoureux, dont il appellera ensuite Mona, c'est-à-dire une sorte de monisme total, elle représente tout. Et à partir de là, en 1923, il va divorcer, il se sépare de sa femme, il avait d'ailleurs une fille, et ils vont vivre ensemble, et il va démissionner de son travail. C'est-à-dire qu'il y a l'amour pour June, et il y a « je vais écrire ». Voilà. Ce sont deux choses qui vont remplir toute sa vie. C'est un amour total et une dévotion totale à la littérature. Et de quoi ils vont vivre? Ils vont vivre d'aide des parents, ils vont vivre de poèmes qui sont vendus dans le fameux quartier de Greenwich Village. Ils essayent de se faire connaître. Henri Miller écrit des critiques de livres, il se fait connaître un peu dans le milieu littéraire, mais tout ça ne constitue pas une œuvre. Bon.
Et cette existence va se continuer cas à cas, avec des infidélités très vraisemblables de June, pas de Miller lui-même. Et ça va durer 7 ans, de 23 à 30. Il se passe plein de choses que je ne vais pas raconter ici, parce que c'est l'objet d'énormes volumes que Miller a écrits. Et en 1930, ils s'en vont à Paris. Et là, ils vont se séparer. Ils vont se séparer pour de tas de raisons. Et Miller va ensuite vivre 9 ans à Paris, dans différents endroits, dont la Villa Seurat, qui est dans le 14e, qui est un très bel endroit, villa d'artistes, de pavillons d'artistes, etc. Et c'est à Paris qu'il écrit le fameux livre qui s'appelle Tropique du cancer, où il raconte sa vie parisienne, en fait, c'est-à-dire la vie à Montparnasse, parce que le 14e, le métro Alésia, on est tout près de Montparnasse, je connais bien le quartier personnellement, et il écrit dans Tropique du cancer cette vie à Paris, voilà, de façon assez, je dirais, assez libre, assez sincère, avec des aventures sexuelles, etc. Et à partir de ce moment-là, il va se lancer dans une immense entreprise qui est de raconter tout son amour avec June, avec à ce moment-là 4 volumes, Le Tropique du Capricorne, la vie à New York avant de rencontrer June, et la fameuse, ce qu'on appelle la crucifixion en rose, c'est-à-dire Sexus, Plexus et Nexus, 3 volumes qui font à peu près chacun 600 pages, si vous voulez, et qu'il a écrit pendant une dizaine d'années. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler, c'est ces choses-là qui sont intéressantes, parce que, à mon avis, il donne de la sexualité, de la vie amoureuse, des aperçus très originaux, très singuliers, avec, à mon avis, une sorte de poésie de la sexualité qui n'appartient qu'à lui, c'est-à-dire qu'il est capable d'aller de l'impur au pur, sans transition et de façon tout à fait harmonique et poétique. Et je cite dans mon livre, quand il est à la Villa Seurat, dans cette maison que vous pouvez visiter, que vous pouvez admirer de l'extérieur, le 18 Villa Seurat, qui est un endroit magnifique, il est avec un copain et il est en train de le raser parce que ce copain a des poux. Donc, on est à la Villa Seurat et on a des poux. C'est-à-dire qu'il y a le plus laid et le plus beau à la fois. Et c'est, je dirais, cet empan, c'est ce spectre qui parcourt toute la vie, de l'intimité jusqu'à la poésie, qui fait, à mon avis, tout le grand intérêt de Miller. Et ensuite, il va reparler tout ça avec Durel, dont il fera connaissance dans les années 30, et c'est un magnifique dialogue parce que Durel va avoir à peu près le même point de vue. Et je pense aussi que Miller ensuite a été en Grèce en 1939, à la veille de la guerre, et là il avait le même point de vue, c'est-à-dire que arrivé en Grèce, il voit tout, il voit les gens miséreux, les gens de petites conditions qui sont là avec leurs cajots dans des bateaux, etc. Mais en même temps, il admire le théâtre d'Épidore, l'Acropole, etc. Donc, il fait toujours le lien entre ce qui est le plus ordinaire et ce qui est le plus élevé. Et dans tout ça, il y a une sorte de panthéisme. Incontestablement, Miller est un homme, il existe un Dieu quelque part, ça c'est incontestable. Voilà ce que je voulais un petit peu dire sur Miller. Alors après arrive Laurence. Alors le personnage est tout à fait différent. On en parle un petit peu. Vous voulez dire quelques mots sur Laurence? Non, je voulais simplement souligner le fait qu'il y avait une sorte d'écho amusant du fait que Anaïs Nin met en acte avec Henry Miller ce que Laurence raconte dans ses livres souvent. Enfin, du moins, c'est pas la même époque. Mais c'est l'image d'une femme un peu tutélaire. Voilà. Je ne suis pas tout à fait cet avis. En ce sens, on va voir ça avec Laurence, par contre. Mais je pense que d'une certaine façon, autant Miller a une sorte d'admiration pour la beauté, pour l'érotisme, pour une sorte de fascination qu'il a pour June, je pense que par-dessous, il méprise son intelligence. Ce n'est pas une personne qui brille par son intelligence ou sa culture. Elle est érotique, elle est splendide, etc. Mais après, elle fait des bêtises
Et grosso modo, il va être progressivement déçu. C'est pas le cas avec Laurence. Et puis, il y a une autre différence très importante, c'est que Laurence ne raconte pas sa vie. Laurence, il écrit des romans. Tandis que Miller, il raconte sa vie. Et c'est d'ailleurs ce qu'on lui a reproché. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, voilà, il raconte sa vie. Mais il la raconte d'une telle façon, avec une telle poésie, une telle finesse. Alors, le lecteur parisien aime beaucoup Tropique du Cancer parce que il parle de Paris, il parle des quais de Paris, à l'aube, évidemment. Il Jour tranquille. Alors, il y a jour tranquille à Clichy, bien entendu, des choses comme ça qui font plaisir aux Parisiens, qui font plaisir aux Français. Alors, je reviens à Anaïs juste comme témoin, simplement. Elle a à un moment perdu son idéalisation de Miller tout en conservant son lien d'amitié avec lui. Et elle lui déclare alors, ça c'est une question, je la cite, les femmes sont fondamentalement des putains, elles veulent être traitées comme des putains. Cependant, en 1937, elle change la nature de leur relation, elle met fin à leur liaison en tant que telle, et lui dit sans embâge, l'homme qui commence à voir le monde entier comme un sexe est un malade. Ils resteront amis. Et que pensez-vous de cette relation d'amitié entre deux écrivains, une femme et un homme? Je n'ai pas beaucoup étudié les relations entre Anaïs Nin et Miller pour une raison très simple, c'est qu'il n'en parle pas beaucoup. Et j'ai un petit peu peur que Anaïs Nin prenne ses désirs pour des réalités. Miller ne se présente pas comme un sexe ambulant. C'est quelqu'un qui est sans arrêt en recherche de pensée originale, de vision originale du monde, à laquelle participe la sexualité. Mais ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas un libérateur sexuel, ce qu'il a été conçu comme un libérateur sexuel. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut faire le lien entre la sexualité et l'admiration du monde. C'est-à-dire que la sexualité est au sein d'un univers. Vous avez souligné d'ailleurs... Je m'excuse de renforcer cette vision. Non, vous avez souligné le fait qu'Henri Miller a paradoxalement affirmé que l'homme ne connaît dans sa vie qu'un seul grand amour. Alors, voilà, donc à côté, il y a, les consommations, et puis il y a un seul grand amour qui est peut-être en effet lié à quelque chose d'ordre métaphysique. Voilà, c'est ça. Et il faut bien dire que le fameux Tropique du Cancer que les Parisiens aiment bien, c'est le moment où il se sépare de June et il a besoin de se défouler. Voilà, c'est tout. Ça ne me paraît pas beaucoup plus compliqué que cela. D'accord. Alors, si on revient à Lawrence, vous avez dépisté dans toute son œuvre ce qu'il explicite dans Le Serpent à plumes. Je cite, « Les amants ne sont que des participants à une religion qui révère le cosmos et la sexualité. » Donc on retombe sur cette dimension. Absolument. Alors, vous allez me dire que j'invente quelque chose que ces auteurs n'ont pas forcément dit. Mais pourquoi pas bon. Mais il faut remarquer que la spiritualité, enfin la religion est présente chez Laurence. Elle est présente à plusieurs niveaux dans son œuvre. Il a écrit beaucoup de romans. Mais je voudrais d'abord très rapidement donner une esquisse de sa biographie. Il est né en 1885, quelque chose comme ça, et il était le fils d'un mineur et d'une institutrice. Bon, voilà. Condition relativement modeste. Il a été très vite très doué pour la littérature, l'écriture, etc. Il a une bonne note, il a fait des études pour être des études supérieures et il a été enseignant dans une université, etc. Tout ça dans ce qu'on appelle les Midlands, c'est-à-dire au milieu de l'Angleterre. Il a écrit très vite des romans et puis en 1912, il avait à ce moment-là 27 ans, quelque chose comme ça, il a rencontré son épouse, Madame Frida von Richthofen, qui avait épousé son professeur de français de faculté. Donc il a cocufié son professeur de français de faculté. Bon.
Et donc, ça a été un coup de foudre absolument extraordinaire. Elle avait 5 ans de plus que lui, elle avait déjà plusieurs enfants. C'était une belle Allemande brune, enfin paraît-il très belle, avec des yeux verts, etc. Et là, c'est un amour où effectivement, on a un peu l'impression que la femme est supérieure à l'homme, en tout cas plus forte physiquement, puisque lui-même avait déjà des petits problèmes pulmonaires. Et ils se sont unis, elle a divorcé, et ils ont été en couple alors que la guerre de 14 commençait. Bon. Donc en 1914, les voilà en train de raser les murs et de se réfugier auprès de Catherine Mansfield, qui les a accueillis. Puis après, ils ont énormément voyagé. Ils ont énormément voyagé. Alors, on va retrouver dans toute l'œuvre de Laurence des hommes légèrement inférieurs intellectuellement ou culturellement aux femmes. Pas toujours, mais souvent. Souvent, avec un certain nombre de textes emblématiques, L'amant de Lady Chatterley, bien entendu, mais aussi L'étalon, La Vierge et le gitan. À chaque fois, une dame plus ou moins distinguée se retrouve avec un jockey, quelqu'un qui est plutôt inférieur sur le plan, etc. Il y a aussi la fille perdue. Tout ça, c'est un peu la même chose. Et d'ailleurs, c'est la raison profonde pour laquelle L'amant de Lady Chatterley a été interdit. Mais avant d'en arriver là, je voudrais d'abord parler d'un très très beau roman, Femmes amoureuses, qui fit l'objet d'un film Love, avec des acteurs magnifiques, Olivier Reed et Glenda Jackson en particulier, très très beau film. Et ce film, Femmes amoureuses, ce roman, nous montre deux personnes, deux filles, les deux sœurs Brangwen, Ursula et Gudrun en anglais, qui ont chacune un point de vue tout à fait différent sur l'amour et la sexualité. Ursule, qui est amoureuse d'un inspecteur, qui est institutrice et amoureuse d'un inspecteur scolaire, va avoir les meilleurs moments. Ils vont avoir les meilleurs moments d'amour dans la nature, des clairs de lune, des moments magnifiques, etc. Et à ce moment-là, ils ont effectivement l'impression d'être en rapport avec le cosmos. Par contre, l'autre couple, Gérald et Gudrun, d'abord, ce sont des conditions sociales un peu différentes. Gudrun a fait des études plutôt de Mozart, et quant à Gérald, c'est l'héritier d'une grande fortune. Et ces gens-là vont beaucoup jouer dans la mondanité, dans la vie sociale, etc., fonctionnant dans une pellicule sociale mondaine, et descendant à la sexualité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une coupure, et la sexualité, c'est un instinct, qu'il faut exécuter, mais ce qui est important, c'est de se montrer, c'est de séduire dans le monde. Donc ces deux couples représentent deux perspectives, avec évidemment Laurence qui prend parti pour Ursule, cela va de soi. Donc le livre est gros parce qu'il y a des tas d'autres événements qui se déroulent. Ça se termine tragiquement d'ailleurs pour Gudrun et pour Gérald. L'autre grand roman, c'est évidemment le Serpent à plumes. Le Serpent à plumes est un livre étonnant qui se déroule au Mexique dans les années 20, avec toutes les incertitudes de la politique à ce moment-là, les révolutions, les choses de ce genre. Et il y a là je vais peut-être prendre une note parce que je ne me souviens plus du nom d'un personnage. Il y a là une Anglaise, une Irlandaise plus exactement, qui est en villégiature au Mexique, qui s'appelle Kate, et qui visite le Mexique comme ça, et qui va rencontrer deux Mexicains, l'un d'origine espagnole, Don Ramón Carrasco, qui est un homme politique, et Don Cipriano, qui est général. Don Ramón est d'origine espagnole, et Don Cipriano est d'origine indienne. Et alors, très rapidement, Kate est amoureuse de Don Cipriano, le général mexicain. Don Ramón Carrasco fait une sorte de révolution et rétablit, et c'est là où le roman est absolument extraordinaire, rétablit des coutumes
et une religion aztèque. C'est-à-dire que l'Église va être débarrassée de toutes ses statues chrétiennes, catholiques, qu'on fout de l'autre côté du lac, qu'on remet des statues mexicaines, et que l'on fait des cérémonies, alors avec des jeunes gens torse nu qui tapent sur des tambours. Alors l'anglaise, de toute façon, est assez excitée, et ça va jusqu'à des sacrifices humains. C'est-à-dire que il y a des prisonniers, on se bat, bon, alors au lieu de les fusiller, on les sacrifie. Bon. Et c'est de cette ambiance de délire religieux que l'union a lieu avec le général indien. Donc, il pousse très loin. Alors, évidemment, quand je résume ça en 3 minutes, ça donne un effet caricatural. Mais dans le roman, tout ça est magnifiquement exprimé. Certes, mais alors, on peut dire qu'il y a du paganisme sous ce panthéisme. Oui, alors, on est au bord du paganisme. Alors, le problème, c'est que ça se termine en queue de poisson, si j'ose assez l'exprimer, parce que, au plein de l'amour entre le général et Kate, elle dit, le général dit, mais oui, mais c'est Dieu qui nous demande de faire l'amour. Il croit que c'est Dieu qui commande la sexualité. Alors là, la Kate, elle n'est plus tout à fait d'accord. Et donc, à ce moment-là, il y a une union, effectivement, entre l'amour humain et l'amour divin, mais c'est pas Dieu qui commande. Et c'est comme ça que se termine le roman. Je vais très vite, hein, parce que bon, voilà. Alors, on va retrouver cette thématique du lien avec la nature et avec le cosmos dans l'amant de Ladite Chatterley, qui est son testament, parce que c'est le dernier livre qu'il a écrit. Et là, se rassemblent toutes les obsessions de Laurence, l'érotisme, un érotisme de très bonne qualité, charmant, avec des dialogues d'alcôve, avec des choses tout à fait agréables et intimes, très intimes. Mais il y a le lien avec la nature, puisque c'est un garde-chasse. On est en pleine forêt. Et puis, voilà, c'est un autre monde supérieur au monde normal. Et pendant ce temps-là, bon, Monsieur Chatterley, le Lord Chatterley, est paraplégique. Bon, ça, il ne faut pas lui en vouloir, c'est un blessé de la guerre. Mais ses petits copains, les copains de Monsieur Chatterley, sont des petits personnages désagréables de la gentry anglaise qui méprisent les femmes, qui les utilisent vraiment comme des domestiques. Enfin, voilà. Et donc, je pense que c'est pour ça que le livre a été interdit. C'est d'une part parce qu'il y a de l'érotisme assez intime, mais d'autre part parce qu'on critique beaucoup cette stratification sociale. Voilà pour Laurence. Alors, je voudrais simplement signaler qu'au-delà de Ladite Chatterley, il écrit un livre, très beau livre, qui s'appelle Défense de Ladite Chatterley, où après un certain nombre de circonvolutions à travers les histoires religieuses, il finit par se rendre au catholicisme en disant « Ah, mais le catholicisme a su... » Parce que le grand reproche que faisait Laurence, c'est que les religieux méprisaient le corps. Ce sont des spirituels, ils sont insupportables, ils ne pensent qu'à une espèce de pellicule intellectuelle de l'existence, mais le corps est là. Et en fait, en relisant certains textes de la religion catholique, il dit mais oui, mais après tout, le catholicisme a su embrasser aussi le monde du corps. Voilà. Je m'excuse de ce bavardage un peu cavalcade. Alors, qui ne vous laisse pas le temps de répondre. On va arriver à Cohen. Bon, il y a une blague philosophique habituelle sur Kant, qui consiste à dire que l'homme idéal, selon Kant, a les mains propres, mais il n'a pas de mains. Et on pourrait aussi se gausser de la femme modèle, selon Albert Cohen, qui a le sexe pur, mais qui n'a pas de sexe. Contrairement à ce qu'on vient de signaler chez Laurence, et même chez Miller, c'est-à-dire cette union consubstantielle, si j'ose dire, entre le sublime et l'impur. Tout à fait. Chez Albert Cohen, est-ce qu'il n'y a pas un érotisme fondamentalement impubère, une fixation à une sorte de donjuanisme désincarné, dont la clé nous est donnée par son blocage oedipien irréductible, tel que le révèle le livre de ma mère? Alors, je n'ai pas lu le livre de ma mère. Je ne suis pas psychanalyste. Je le suis. Je l'étais. Et heureux de l'être, ou de l'avoir été. Je ne suis pas psychanalyste, donc je n'utilise pas les clés de la psychanalyse, qui sont évidemment
Enfin, tu connais bien Freud, tu as Non, consacré non, 2 oui, livres. non, mais j'ai bien compris. Mais si on devait utiliser, Pardon, j'ai dit tu. oui, oui, non, si on devait utiliser la clé psychanalytique pour analyser ces trois auteurs, au bout de 15 pages, ce serait terminé. Bon, voilà. Bon, évidemment, la mère de Laurence est plus intelligente que son père, etc. Bon, on pourrait faire défiler tout ça. Bon, moi, j'ai pas du tout envie de jouer ce petit jeu. Je remarque simplement que Albert Cohen, d'abord, c'est quand même un exemple de quelqu'un qui est né à Corfou et qui, dès son plus jeune âge, s'est retrouvé à Marseille, il a vécu avec ses parents. Il était au lycée, d'abord dans une école catholique, puis ensuite au lycée où il était le condisciple de Marcel Pagnol, tout le monde le sait. Et puis là-dessus, il a eu l'excellente idée, géniale si je puis dire, d'aller faire son droit à Genève, ce qui l'a mis à l'écart de bien des soucis par la suite. Bon. Et c'est là que, alors d'abord, premièrement, il a très jeune, alors comme les autres, il a eu très vite une liaison avec une femme plus âgée, ce qui fut le cas de Miller et de Laurence. Bon. Même avant Frida. Bon. Donc c'était l'époque où les jeunes gens, ils allaient vers une femme plus âgée, qui était d'ailleurs absolument ravie de ce type de relation. Bon. En tout cas, lui, Cohen, je vois plutôt effectivement la pureté, car il a rencontré une charmante jeune femme qui est devenue sa femme, Elisabeth Brochet, protestante, qu'il a épousée quand il avait une vingtaine d'années, et la malheureuse est morte quelques années plus tard. Bon, donc il était un couple absolument parfait, charmante jeune femme, on voit des photos. À ce moment-là, il se met avec sa plus grande amie, qui s'appelait Mademoiselle Himmer, et elle meurt aussi. Donc la première est morte d'un lymphome, la deuxième est morte d'une histoire vasculaire. Bon, deux fois. Bon. En 1931, il a à ce moment-là 31 plus 5, ça fait 36, il rencontre une certaine Marianne Gross, qui est à ce moment-là le contraire de ces deux jeunes femmes bien élevées, et qui est une superwoman, une blonde formidable, etc. Et je pense qu'à ce moment-là que commence une romance qui est un peu la même qu'Henri Miller. Et il a fréquenté cette femme, ils se sont mariés, ils ont divorcé ensuite. Elle s'appelait Marianne. L'héroïne principale de Belle du Seigneur s'appelle Ariane. Voilà. Et je pense que là, il y a cet formidable approfondissement de l'amour et de la sexualité. Mais il a d'abord écrit Solal, qui est le premier roman qu'il a écrit, qui nous décrit une espèce de personnage complètement histrionique, Don Juan, multipliant les aventures les plus baroques, livre quasiment comique par moments, bon, sauf qu'il y a un suicide par-ci par-là, mais enfin, bon. Et ce personnage très superficiel. Alors, il faut savoir que Cohen travaillait au Bureau international du travail. Donc, il était fonctionnaire international, mais il n'était pas du tout diplomate, au sens propre du terme. Par contre, son Solal va être une sorte de consul, enfin de travail à la Société des Nations. Voilà. Et donc là, on a un personnage truculent, etc., mais qui est poursuivi. Alors c'est là le problème. Vous dites Oedipe, moi je dirais plutôt charge familiale, c'est-à-dire qu'il traîne derrière lui des cousins, moi je les appelle des oncles, parce qu'ils sont plus âgés que lui, et qui sont absolument insupportables. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui connaissez un peu ils sont bien observés, on va la dire. culture juive. Alors, bien observés. Bon, on va pas rentrer dans le détail parce que c'est épuisant, mais d'abord, ils représentent les quatre tempéraments, le vent, la terre, le feu, etc. Mais ils sont assez basques et ils cassent absolument la baraque à chaque fois. C'est-à-dire que quand il y a une réception au Palais des Nations, etc., un cocktail, ils sont là, ils rentrent, ils mettent les pieds dans le plat, etc. Donc, il a beaucoup de mal à se séparer de ces gens-là. Moi, je connais un peu le problème parce que moi aussi, j'ai eu quatre oncles qui étaient plus âgés que mon père, donc je suis un peu la même situation. Bon.
Et après, dans Belle du Seigneur, ils sont encore là, ils n'arrêtent pas. Et Ariane, au contraire, elle, c'est le contraire. Elle est orpheline, mais elle a été quasiment adoptée par la famille de son mari. C'est-à-dire qu'elle est complètement enfouie dans un milieu complètement médiocre. Et il faut absolument qu'elle se débarrasse de son mari. Et donc c'est la fidélité, c'est le grand roman d'amour infini. Et ils essayent à tout prix de se débarrasser de la société, et c'est la fugue des amants. Alors finalement, presque le contraire de Miller, puisque Miller il voulait absolument que tout soit intégré autour de son couple, que la vie et l'amour ne soient qu'une seule chose. Là, c'est la rupture totale, et la fugue, et finalement le suicide. Donc c'est un grand roman qui n'est pas très gai, et qui donne effectivement, alors comme vous disiez tout à l'heure, l'impression d'un échec total de la relation sentimentale, sexuelle. Quand vous dites que pour Albert Cohen, l'amour est une légende, c'est-à-dire qu'il n'est pas réalisable sur Terre, parce qu'il n'arrive pas justement à faire cette union entre l'impur et le sublime. Je crois qu'on peut dire ça. Je crois que surtout, il y a de l'érotisme dans Belle du Seigneur. Je dirais heureusement, parce que comme c'est un livre gigantesque qui fait 1000 pages, heureusement qu'il y a des moments érotiques, bien axés sur la femme, qui intègre plusieurs rôles, qui peut avoir plusieurs facettes, qui peut être plusieurs personnages à la fois, qui peut être la petite pudique, la petite jeune fille, mais aussi la femme qui se promène nue sous sa robe dans les rues, etc., qui prétend avoir eu des amants. Enfin, on fait défiler tous les masques, tous les personnages que l'homme et la femme peuvent avoir au sein de leur vie sentimentale ou sexuelle. C'est-à-dire, tantôt il est la pute, tantôt il est la pure, tantôt il est l'intellectuel, etc. Mais ce jeu-là ne fonctionne pas très très bien, d'autant qu'ils ont fait des tas de bêtises. Le mari a fait une tentative de suicide, il est démis de ses fonctions, enfin, tout va mal, quoi. Et donc, ce sont les amoureux pourchassés. On retombe sur un scénario relativement classique, mais effectivement, il y a une rupture avec le monde. Et c'est le destin d'un certain nombre d'amoureux qui n'arrivent pas à intégrer la vie sociale. Ce qui est peut-être le cas de jeunes amoureux d'aujourd'hui. Il faut que les autres soient là aussi. Donc c'est un problème. Tout le monde le sait. Alors pour conclure, je rappelle que vous insistez sur le fait que pour Miller, l'amour est une totalité, donc il intègre ces différentes dimensions. Pour Laurence, cette totalité devient quasiment sacrée. Tout à fait. Pour Cohen, ça reste dans la légende. Alors, on est d'accord. Mais vous concluez en disant le grand seigneur de la sexualité en littérature reste Balzac. Oui. Ah. Alors, dans le chapitre, si vous voulez, après avoir évoqué ces amants magnifiques, je fais un chapitre consacré à Don Juan, que je considère comme un amoureux incomplet. Incomplet, c'est-à-dire ce qui l'intéresse, c'est la séduction, c'est le plaisir, c'est la sexualité, mais quant à vivre quotidiennement avec l'objet de l'amour, quant à éprouver sympathie et tendresse pour l'objet de l'amour, là, il y a plus grand monde. Et non seulement il y a plus grand monde, mais il est capable de se faire ensuite protéger, materner, etc. Enfin, il est pas aussi viril qu'on pourrait le croire. C'est-à-dire que la virilité, c'est aussi de protéger l'objet de son amour et surtout la descendance, etc. Donc le Don Juan, c'est pas du tout ça. Et je prends comme exemple un livre que j'aime beaucoup, qui est Les jeunes filles de Monterland, que vous devez connaître, qui est un échec total de la relation entre l'homme et la femme. Pour ces raisons. Monterland dit à la fin, le héros dit, pour s'aimer, il faut s'aimer complètement, totalement, pleinement, et ce n'est pas le cas, et donc on va se séparer. Bon. Et après, je vais vers un chapitre conclusif en disant, mais après tout, qui a parlé de la sexualité dans la littérature française, et même internationale?
La plupart des grands romans, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Dans les livres de Stendhal, bon, la fille est enceinte, et on ne sait même pas comment, quoi, enfin, bon, et ainsi de suite. Alors, par contre, chez Balzac, là, ça y va. Là, chez Balzac, on peut dire que Balzac étudie mais les différentes facettes de la sexualité et de la relation entre les hommes et les femmes. Il y a vraiment un panorama absolument extraordinaire, depuis la duchesse de Langeais, la fille aux yeux d'or d'un côté, du côté de l'amour fou, complètement exagéré, je ne dirais pas romantique, mais exagéré, et de l'autre côté, un livre comme La cousine bête, où il y a véritablement, c'est une espèce d'échangisme permanent entre quelques personnages autour d'une Madame Marneffe qui les rend fous. Enfin, et il y a là une sorte de régression, une espèce de, je dirais, de cloaque sexuel qui est assez vertigineux. Alors, entre les deux, puisque je dirais La fille aux œufs d'or, Duchesse de Langeais, c'est plutôt deux œuvres du début, et bon, La cousine bête, comme chacun sait, c'est plutôt une œuvre de la fin. Je veux dire que Balzac a regardé la sexualité de ses contemporains avec un regard, je dirais, à la fois sévère et apitoyé, qui est, je dois dire, très émouvant. Qui doit être très émouvant. Et lui-même a voulu à tout prix avoir une relation avec Madame Anska, avec Ève. Il a des milliers de lettres, etc. Donc il fait partie, lui, des Amants magnifiques, pas ses personnages. Pas la plupart de ces personnages. Donc c'est un auteur fascinant si on veut s'intéresser à la sexualité au XIXe siècle. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas revenu à l'époque de Balzac avec Madame Marneffe, les échangismes, la sexualité débordante, abandonnant tout idéal, etc. C'est une question qu'il faut se poser. Merci.